En 2016, Aliyev a créé, par une modification constitutionnelle, il a créé le poste de premier vice-président. Et ce poste a été attribué à sa femme, tout simplement, Meriban. Et depuis 2016, c'est sa femme qui occupe ce poste. Donc maintenant, il dirige le pays à deux. Il place tout son entourage familial, tout son clan au pouvoir. On voit clairement qu'il va rester encore quelques années. Il a également modifié la Constitution pour qu'il n'y ait plus de limite au mandat présidentiel. Donc là, clairement, oui, on s'engage quand même vers un régime de plus en plus autoritaire et peut-être à terme, ce sera officiellement une dictature. Bienvenue dans ce nouvel entretien consacré aujourd'hui à l'Azerbaïdjan avec Thibaut van den Bosch, notre chargé de plaidoyer pour la liberté religieuse à l'ECLJ. Vous le savez, cela fait plus d'un an que l'Azerbaïdjan a envahi le territoire autonome du Haut-Karabakh, expulsant tous les Arméniens qui s'y trouvaient. On parle aujourd'hui de l'Azerbaïdjan, mais ce n'est plus sur ce sujet, c'est à propos de la COP29 qui s'y déroule et qui s'y termine au moment où nous filmons cette vidéo. Et malheureusement, pendant ce temps, des centaines de prisonniers croupissent dans les prisons azerbaïdjanaises. Il y a bien sûr des Arméniens, mais aussi des Azéris, opposants au régime, et même des Français. C'est donc une des choses que tu pointes dans ce rapport, Thibaut. Donc on va en parler et on va voir aussi que l'Azerbaïdjan est un État un petit peu pivot aujourd'hui dans ce qui se passe en Europe, en relations internationales par rapport au conflit ukrainien. Donc on s'est dit que ce serait bien de faire un entretien tous les deux pour aborder cette question de l'Azerbaïdjan. Alors on a déjà fait un précédent rapport pour parler de l'effacement historique de la chrétienté au Haut-Karabakh. Là, maintenant, on aborde plus les droits de l'homme. Alors, dis-nous, Thibaut, tout simplement, qui est en prison actuellement en Azerbaïdjan? Dans notre rapport, on parle de 3 catégories de détenus en Azerbaïdjan. Bien sûr, après la chute du Haut-Karabakh, en fait, il y a eu une centaine de prisonniers arméniens, donc arméniens du Haut-Karabakh. Les ministres, Premier ministre, ministre d'État, comme Vardanyan, qui est très connu, mais également des civils, quelques militaires. Donc il y en aurait une centaine. 23 sont formellement identifiés. Et il y a des avocats qui font des procès, qui agissent pour obtenir leur libération, parce qu'ils sont actuellement torturés dans les prisons à Bakou. Là, on est sûr, il y a des mauvais traitements, des appels à l'ONU pour obtenir leur libération. Et on ne sait même pas exactement qui ils sont, on n'a pas tous les noms, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont torturés. À peu près, voilà, ça va jusqu'à une centaine, donc il y en a 23 qui sont identifiés avec leur nom. Sinon, les restes, on ne sait pas, mais c'est sûr qu'il y a eu des disparus lors du nettoyage ethnique des 120 000 Arméniens. Il y a eu un grand exode, un exil forcé de la population, et il y a eu des barrages filtrants de la police ou de l'armée azérie. Et donc, les têtes connues, les ministres, qui ont été reconnus, en fait, ont été arrêtés à la frontière, n'ont pas pu s'échapper. Et ceux-là sont arrivés directement en prison. Ça, c'est une catégorie de prisonniers directement liés et torturés, voilà, liés à la guerre au Karabakh. Il y a aussi une autre catégorie, évidemment, les Azéris eux-mêmes, les opposants au régime. On en dénombre 300, voilà, 300 opposants au régime, qui soient des opposants politiques ou juste des militants des droits de l'homme. Il y a aussi 23 journalistes qui sont en prison actuellement. Donc là, également, torture. Ça s'est prouvé par soit des rapports des comités contre la torture du Conseil de l'Europe ou comités contre la torture de l'ONU. C'est très difficile de mener des enquêtes, néanmoins, surtout ces temps-ci, dans un contexte d'enjeu international avec la COP29, l'État azéri a encore plus verrouillé ses portes. Et puis, il y a une autre catégorie qu'on sous-estime tout à fait de prisonniers, c'est des prisonniers français. Ça, c'est peut-être le plus terrible, le plus injuste, en fait, parce que c'est tout simplement dans l'idée de représailles contre la France. Dans le conflit au Karabakh, en fait, la France a soutenu l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, a soutenu des promesses morales, en tout cas. Il n'y a pas une intervention militaire de la France, mais c'était quand même un soutien à l'Arménie. Et en représailles, l'Azerbaïdjan a, en plus de soutenir l'indépendance dans les territoires d'outre-mer français,
notamment en Nouvelle-Calédonie. L'Azerbaïdjan a aussi emprisonné 3 Français pour des raisons totalement arbitraires, injustifiées, et notamment un, en septembre 2023, a été arrêté. Pourquoi? Il s'appelle Théo Clair. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tag dans le métro de Bakou, et il a été condamné à 3 ans de prison. Or, il était avec 2 autres personnes, un Néo-Zélandais et un Australien, qui, eux, ont écopé seulement d'une amende, en fait, et pas de prison. Donc là, on voit que c'est discriminatoire, centré sur les Français. Ce Théo Clair a fait appel, naturellement, de cette sentence. Mais voilà, l'audience de l'appel aura lieu après la COP. Voilà, ça a été décalé. On envisage déjà que les procès vont s'éterniser. Donc c'est détaillé dans le rapport, mais bon, tu parles de torture, emprisonnement de journalistes, peine dissuasive ou abusive contre des Français, représailles. Est-ce que l'Azerbaïdjan devient en fait une dictature Alors c'est ça. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Est-ce que l'Azerbaïdjan est déjà une dictature? Est-ce qu'il est encore un régime autoritaire? C'est une petite nuance. C'est vrai qu'en termes de liberté dans la société civile, liberté de réunion, liberté de manifestation, officiellement, elle existe encore, même si la société civile est très réprimée, surtout là avec la COP29. En fait, les militants pour le climat sont réduits au silence d'une manière effroyable. Tout s'est arrêté. Après, il y a des élections. On ne peut pas nier, il y a encore des élections. Mais elles sont tout à fait truquées. Un exemple frappant, en février, il y a eu l'élection présidentielle. Aliyev a été réélu avec 92% des voix. Ensuite, il y a eu les élections législatives, mais là, pareil, son parti a largement gagné. Donc, lui, en fait, la famille Aliyev se maintient au pouvoir depuis 1993. C'était son père d'abord. Oui. En 2003, c'est Aliyev, l'actuel. Et donc, en fait, d'année en année, il assoit davantage son pouvoir. Il a nommé sa femme vice-premier ministre, ça, ou vice-président? En 2016, Aliyev a créé, par une modification constitutionnelle, il a créé le poste de premier vice-président. Et ce poste a été attribué à sa femme, tout simplement, Meriban. Et depuis 2016, c'est sa femme qui occupe ce poste. Donc maintenant, il dirige le pays à 2. Il place tout son entourage familial, tout son clan au pouvoir. On voit clairement qu'il va rester encore quelques années. Il a également modifié la Constitution pour qu'il n'y ait plus de limite au mandat présidentiel. Donc là, clairement, oui, on s'engage quand même vers un régime de plus en plus autoritaire, et peut-être à terme, ce sera officiellement une dictature. Oui. Alors, l'Azerbaïdjan n'est pas dans l'Union européenne. Par contre, il est dans le Conseil de l'Europe. Donc c'est une autre institution distincte de l'Union européenne, on le répète régulièrement. Il y a 46 États membres, et c'est justement une institution alors beaucoup moins intégrée au niveau du droit, mais qui a pour vocation de promouvoir justement l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Donc en fait, l'Azerbaïdjan serait censé se mettre au niveau de tous les pays occidentaux, de tous les pays d'Europe occidentale, dans ces trois matières. Il y a quelques années déjà, ils avaient été accusés, enfin le gouvernement azerbaïdjanais avait été accusé de corruption, ou des tentatives de corruption, et de corruption tout court. Il y a eu des preuves, il y a eu une enquête au Conseil de l'Europe, parce qu'ils corrompaient des députés du Conseil de l'Europe. Là, comment ça se passe avec le Conseil de l'Europe? Ils vont finir par en sortir? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prises? Ou alors, est-ce que c'est comme un peu avec la Russie, quand le pays est trop puissant, on hésite à le sanctionner? Oui, en fait, on s'est posé la question déjà lors de l'agression du Haut-Karabakh. On a fait un parallèle. La Russie a agressé l'Ukraine. La Russie s'est fait exclure totalement du Conseil de l'Europe. C'est ça. L'Azerbaïdjan agresse le Haut-Karabakh. Nous, à l'ECLJ, nous avons demandé à ce que l'Azerbaïdjan soit exclu du Conseil de l'Europe. Un pays qui, par ailleurs, ne respecte aucun engagement en matière de droits de l'homme, des engagements pris lors de son adhésion, en effet, au Conseil de l'Europe. Et donc, en fait, le Haut-Karabakh, plus aucune liberté dans la société civile, des élections truquées,
la dernière étape, la ligne rouge, ça a été lorsque l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n'a pas pu surveiller l'élection présidentielle de février. Et donc, en janvier, elle a décidé de suspendre la délégation des députés de l'Azerbaïdjan à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc, disons, c'est un premier pas de sanctions réelles contre l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan ne fait plus partie, jusqu'à nouvel ordre, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais il fait encore partie du Conseil de l'Europe. Voilà. Donc là, il y a quand même une prise de conscience forte, une volonté de sanction, et on a conscience de la réalité de la violation des droits de l'homme en Azerbaïdjan, et aussi on a conscience de la corruption que l'élite des députés au Conseil de l'Europe, mais aussi au Parlement européen, ou même dans les parlements nationaux, dans les responsables politiques sur les scènes nationales à travers l'Europe. Oui, il y a eu ce qu'on appelle la diplomatie du caviar. Donc là, c'est des milliards d'euros. Voilà, il y a eu des enquêtes diverses et variées, soit dans la presse, soit de la part des institutions européennes elles-mêmes. Des milliards d'euros déversés en cadeaux aux politiciens, voilà, pour soutenir l'Azerbaïdjan. Ou ne pas la sanctionner voilà, ou elle ne pas attaque la sanctionner, le Karabakh. Et alors, donc on parle beaucoup là de la COP29. L'Azerbaïdjan reçoit beaucoup d'États. Alors, quand même, si l'Azerbaïdjan quitte le Conseil de l'Europe ou se fait renvoyer du Conseil de l'Europe, et que là, on voit pour la COP29, plusieurs chefs d'État ont quand même refusé d'y venir en raison de la situation et du non-respect des droits de l'homme, est-ce que l'Azerbaïdjan s'isole internationalement ou en fait elle va vers de nouveaux alliés? Oui, bon, sur ce sujet, il y a plusieurs grilles de lecture pour l'Azerbaïdjan. En fait, au niveau des droits de l'homme, les vraies sanctions, elles viennent d'où? De la France. En effet, Macron ne s'est pas rendu en Azerbaïdjan pour la COP29 en raison des droits de l'homme, le Haut-Karabakh, mais c'était surtout pour l'ingérence de l'Azerbaïdjan dans nos territoires d'outre-mer. Pour les autres chefs d'État, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'absences, mais par exemple Joe Biden, lui, on l'a vu au Brésil ensuite, il a préféré se concentrer sur le G20, qui avait lieu à la même période. Des chefs d'État, bon, comme Xi Jinping en Chine, lui, ça fait des années, il vient à aucune COP. Donc chacun a un peu ses raisons. Le chancelier allemand, par exemple, lui, il avait un souci sur la scène politique nationale en interne chez lui. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons voilà, qui sont évoquées. Cette COP29 a quand même un nombre record d'absence de leaders, ce qui va poser des problèmes pour prendre des vrais engagements et surtout financer le financement des engagements en faveur du climat. Là, il y aura un souci. Bon, ça, c'est un sujet climatique. Il y a le sujet droits de l'homme, donc davantage porté par la France et également par le Parlement européen. C'est important de le noter. Il y a eu de multiples résolutions du Parlement européen contre l'Azerbaïdjan et en faveur du respect des droits de l'homme. Mais ce n'est pas le même discours qui est tenu par la Commission européenne. Donc là, de ce point de vue-là, les institutions européennes sont divisées. La Commission européenne, on se rappelle de Ursula von der Leyen, la commissaire, la présidente de la Commission, qui a dit que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable lorsque, en juillet 2022, on a passé un accord sur le gaz, sur l'importation du gaz azéri en Europe, pour ne plus acheter le gaz russe. Donc, Ursula von der Leyen n'est pas venue à la COP29, mais sans pour autant condamner l'Azerbaïdjan, donc il n'y avait pas un lien direct. Le pire sûrement, c'est la présence de Charles Michel, donc là le président du Conseil européen. Lui, il est allé à Bakou, il a serré la main, une poignée de main très chaleureuse avec Aliyev. Et ensuite, il a tweeté, félicitations pour Aliyev qui a bien organisé la COP29. Et là, c'était un tollé général, puisque c'est une poignée de main sanglante, en fait. Là, l'Union européenne, donc pas le Parlement européen, mais au niveau du Conseil européen et au niveau de la Commission européenne, on ferme tout à fait les yeux sur les droits de l'homme, sur le Haut-Karabakh. Ça, c'est tout à fait révoltant. Il faut dire qu'il y a des considérations économiques
voilà, qui nous tiennent en fait, qui tiennent l'Union européenne. L'Union européenne s'est engagée à importer le gaz, en fait, le gaz azéri. Et de ce fait, l'Azerbaïdjan n'est pas isolé. Tant qu'il vend du gaz et tant que nous l'achetons, ça marche. Il faut dire aussi que l'Azerbaïdjan est dans notre politique de voisinage. Nous avons le partenariat oriental avec l'Azerbaïdjan, comme l'Arménie, la Géorgie et l'Ukraine. Et donc, on a des accords économiques et de développement. On donne des aides à ces pays, dont à l'Azerbaïdjan. Ça c'est intéressant. La politique de voisinage de l'Union européenne, c'est d'avoir en fait quand même des partenariats privilégiés avec les pays qui sont autour de l'Union européenne, même s'ils ne sont pas dedans. Et je voudrais justement qu'on finisse sur cette question économique, parce que c'est souvent le nerf de la guerre. Et on sait donc que le PIB de l'Azerbaïdjan est vraiment dopé à, je crois, près d'un tiers par les énergies. Donc vraiment, eux, leurs ressources, ce sont les énergies, les pipelines qui passent par chez eux. Est-ce qu'il y aurait une stratégie ou en tout cas un espoir à avoir de ce côté? Je pense surtout au parallèle avec la guerre en Ukraine contre la Russie, où en fait la guerre a fait qu'on s'est retiré des marchés russes en voulant les sanctionner. Donc on achète notre énergie à d'autres partenaires. Est-ce que en fait, avec la guerre en Ukraine, si elle continue ou si elle s'arrête, est-ce que ça pourrait jouer en faveur ou en défaveur de l'Azerbaïdjan? Est-ce qu'on pourrait prendre des sanctions contre l'Azerbaïdjan sur l'énergie pour cause de non-respect donc des droits de l'homme, journalistes, même je veux dire surtout des Français emprisonnés injustement en Azerbaïdjan? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Oui, les pays eux-mêmes ou à l'échelle de l'Union européenne, donc l'institution de l'Union européenne, pourraient prendre des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Le Parlement européen en demande. Le Parlement européen demande à la Commission de prendre des sanctions contre l'Azerbaïdjan, même maintenant en fait. Le Parlement européen demande de réviser l'accord de juillet 2022, l'accord gazier, qui prévoit le doublement des importations de gaz d'ici 2027. C'est ça, parce que l'UE s'est bien tourné vers l'Azerbaïdjan après le conflit ukrainien. Donc l'Azerbaïdjan a bénéficié de cette guerre. L'Azerbaïdjan a tout à fait bénéficié de la guerre en Ukraine, donc d'un point de vue économique, parce que l'Union européenne a arrêté d'acheter le gaz à la Russie pour l'acheter à l'Azerbaïdjan. Et en fait, voilà, les exportations de l'Azerbaïdjan, 90% sont des hydrocarbures. Les exportations de l'Azerbaïdjan, pour la moitié, vont à destination de l'Union européenne. Donc il y a vraiment une alliance économique forte entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, une interdépendance, mais que l'Union européenne, en fait, pourrait avoir le courage de briser. Justement, à la fin de la guerre en Ukraine, pourrait amener l'Union européenne à acheter de nouveau son gaz à la Russie. Ça, c'est important de le souligner. Donc, il y a cet aspect économique fort. Voilà. Il y a aussi une autre conséquence de la guerre en Ukraine sur l'Azerbaïdjan, c'est que la Russie, qui avait un petit peu le rôle de policier dans la région, en fait, et de protecteur de l'Arménie, a laissé faire l'agression du Haut-Karabakh pour se concentrer sur sa guerre en Ukraine. Donc la fin de la guerre en Ukraine pourrait aussi avoir comme conséquence que la Russie aurait plus ou moins de nouveau les mains libres et pourrait s'investir de nouveau dans cette région du Caucase, entre la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Voilà, elle pourrait avoir une main plus forte dans cette région et freiner un peu plus les ardeurs de l'Azerbaïdjan. Et une autre conséquence de la fin de la guerre en Ukraine, ça serait en effet que l'Union européenne serait un peu plus lucide, un peu plus concentrée. Elle se dirait, bon, ça y est, la tempête, la guerre à nos portes, c'est fini. On peut arrêter notre unique concentration sur l'Ukraine et la Russie. On peut se concentrer davantage sur les droits de l'homme, sur les Arméniens, sur nos ressources en hydrocarbures, et puis essayer de reprendre la main sur le dossier en Azerbaïdjan, au lieu d'être là complètement d'une manière passive, très bienveillante envers l'Azerbaïdjan. En tout
tout cas, le CLJ va continuer donc d'agir, comme on est à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, pour que l'Azerbaïdjan soit sanctionné justement pour obtenir la libération des prisonniers français, des journalistes, arrêter la torture et obtenir de nouveau le Haut-Karabakh, que ce territoire autonome soit restitué aux Arméniens. Merci beaucoup pour ton interview, Thibaut, et ton donc, rapport sur les droits de l'homme en Azerbaïdjan, que vous pouvez retrouver donc, sur le site de l'ECLJ, eclj.org. Il y a non seulement ce rapport, mais aussi un précédent rapport sur le Haut-Karabakh que vous pouvez lire gratuitement. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker abonner à cette chaîne, liker cette vidéo et la partager. Et puis vous pouvez aussi signer notre pétition sur ce sujet sur notre site pour participer et contribuer à l'effort pour aider les Arméniens et sanctionner ceux qui torturent les Arméniens. Merci beaucoup Thibaut. Merci Christophe.